dimanche sur RFI. Philippe Saintenay reçoit Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. À la veille de la semaine de la langue française et de la francophonie, l'émission évoquera quelques-unes des grandes heures de l'Académie et s'interrogera sur le rythme d'élaboration du dictionnaire de l'Académie française et le rôle de ce dernier dans la pratique de notre langue. Livre d'or, dimanche à partir de 19h10, temps universel. RFI, la radio du monde. Boulevard du patrimoine, Michel Schulman. 8 milliards de pièces en euros, 600 000 médailles et décorations, des monnaies françaises mais aussi étrangères, des objets de collection, des cadeaux d'entreprise. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, l'Hôtel de la Monnaie de Paris est à la monnaie ce que la Banque de France est au billet. C'est elle en effet qui en assure actuellement la conception, la fabrication étant réalisée à Pessac près de Bordeaux depuis 1973. L'Hôtel de la Monnaie est indissociable de l'histoire de France, de la royauté à la République, de la couronne d'or de Philippe de Valois au franc et aujourd'hui à l'euro. Cette vénérable institution est à la fois un monument historique et une entreprise de réputation internationale. Boulevard du patrimoine propose cette semaine d'en remonter l'histoire et d'en visiter les coulisses. Face au Louvre, situé en bordure de Seine, avec ses 120 mètres de long, l'Hôtel de la Monnaie est un bâtiment de 12 000 mètres carrés, témoin de l'architecture néoclassique de son époque, un bâtiment où sont associées grandeur architecturale et exigences industrielles. Construit au milieu du XVIIIe siècle, l'Hôtel de la Monnaie est en fait la continuité et l'aboutissement d'un long passé monétaire qui remonte à Charles Le Chauve. Un rappel historique d'Ove Zera, son directeur. Charles Le Chauve, un des petits-fils de Charlemagne, qui, après la scission de l'Empire, décide de créer le monnayage du royaume de France en 841, un an après son accession au trône en 840. Dès cette époque, le roi de France était le seul à battre monnaie. Il y avait des princes, des ducs, des seigneurs sur le terrain, à droite et à gauche, qui avaient aussi pouvoir de battre monnaie. Et après, c'est le mouvement de concentration et de création du royaume de France d'abord et puis de la France qui a amené progressivement à ce que nous arrivions à un pouvoir de frappe unique et centralisé. Les grandes dates quand même, c'est Louis XIV et Louis XV là. Oui, indiscutablement Louis XIV et Louis XV parce que au-delà des frappes monétaires, vous voyez d'ailleurs dans notre musée de la monnaie les très beaux louis d'or de Louis XIV, ils ont aussi été de très grands clients en tant de demandeurs de médailles. Et c'est eux d'ailleurs qui développent énormément cette activité, à telle enseigne que nos ateliers de l'époque, qui étaient situés entre la cour carrée du Louvre et l'emplacement actuel de la Samaritaine, débordent dans tous les sens et qu'on en arrive à l'idée de construire une nouvelle manufacture. Et c'est cette nouvelle manufacture que constitue aujourd'hui l'Hôtel de la Monnaie. On peut dire que c'est la première idée du travail tel qu'il a été conçu plus tard, industriel, manufacture industrielle, de division de travail. Alors indiscutablement, et ça vous le voyez dans notre musée, puisque le principal corps de bâtiment de notre musée, c'est l'ancien atelier des frappes de monnaie courante, en place jusqu'en 1973, avant que nous ne construisions notre usine de Pessac qui aujourd'hui accueille les frappes monétaires, et on le voit très clairement où le bâtiment, la manufacture a été conçue selon un processus de division du travail quasi taylorienne tel qu'on va le connaître au XXe siècle. Pour faire un retour dans l'histoire, au départ, il devait être conçu et installé ailleurs, en face notamment, puisque nous sommes le long de la Seine, du côté du Louvre, à la place de la Samaritaine. Oui, à l'époque, au milieu du XVIIIe siècle, donc les frappes courantes se font au Louvre, à l'emplacement au niveau au cour carré, et tout ce qui est médailles et autres objets se fait dans un atelier qui est situé à l'emplacement actuel de la Samaritaine. Donc logiquement et naturellement, lorsqu'on réfléchit à l'idée de construire une nouvelle manufacture, on pense bien entendu à l'emplacement de la Samaritaine. Cette idée en 1750 est abandonnée. En 1755, on examine une autre idée de construire cette nouvelle manufacture place Louis XV. Place Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde, mais il faut se souvenir, ou il faut essayer de se
d'imaginer ce qu'était à l'époque la place de la Concorde. Les Champs-Élysées, c'était des champs. Faubourg Saint-Germain comme Faubourg Saint-Honoré, c'était le faubourg, c'était la grande banlieue parisienne, Paris qui a été construit autour de la rue Saint-Jacques, de l'île de la Cité, de l'Hôtel-Dieu, de Notre-Dame. Et donc l'idée est aussi abandonnée donc de construire place Louis XV, et en 1759, on approfondit l'idée de construire à l'emplacement ici où nous sommes, où il y avait du terrain de livre. Il y avait également un petit hôtel Laverdy, qui a été construit en 1730 et que vous retrouvez en visitant nos bâtiments, parce qu'il a été complètement intégré à l'architecture de la manufacture. En 1764, nous avons les lettres patentes du Conseil d'État, l'équivalent du permis de construire, pose de la première pierre en 1770 et inauguration en 1775, avec comme premier locataire de l'hôtel de la Monnaie, en tant qu'inspecteur général des monnaies et médailles, Condorcet, nommé par Chéreau. Louis XV confie la construction de l'hôtel de la Monnaie à l'architecte Jacques-Denis Antoine, construction achevée en 1775. Comme l'explique Michel Janssen, architecte en chef des monuments historiques, c'est un bâtiment solide et bien construit. C'est un bâtiment qui a été très bien construit et selon des conceptions simples et très structurées. Si vous voulez, la structure est d'une excellente qualité. C'est d'ailleurs il a été construit à une époque où on maîtrisait parfaitement, on était à l'apogée de la construction en pierre. Ça s'est plutôt dégradé par la suite dans le courant du 19e siècle parce qu'il y a eu des mélanges de techniques qui ont fait que les choses étaient moins élégantes dans la solution des problèmes techniques. Et ça, c'était très très bien pensé, ça a été puissamment pensé en plus. Et par conséquent, c'est un bâtiment qui ne pose pas de gros problèmes de structure. Et comment est-ce qu'un architecte en chef des monuments historiques résout l'équation entre l'ancien et le nouveau, le modernisme et l'ancien? C'est-à-dire les nécessités d'exploitation du bâtiment, finalement. C'est là qu'est tout le problème. C'est-à-dire qu'ici, si vous voulez, pendant des années, on s'est peu soucié du bâtiment en tant que monument historique. On l'a respecté, c'est déjà très bien. On a respecté les dispositions anciennes, mais on a couvert les cours pour faire des ateliers. On s'est étendu de façon un petit peu, non pas anarchique, mais au fur et à mesure des besoins, sans une grande cohérence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des espaces extérieurs, il ne s'agit pas de la cour de Nord, bien sûr, mais il s'agit des cours secondaires qui ont été transformés en ateliers. Bon, c'est un fait acquis et sur lequel on ne peut pas revenir. Je ne dis pas qu'on ne reviendra jamais dessus. En dehors de l'aspect de la conservation proprement dit, qui est important, bien sûr, ce qu'il faut souligner dans un bâtiment comme celui-ci, c'est la qualité exceptionnelle de ce bâtiment. Il y a eu un certain nombre d'actions architecturale à Paris de grande envergure. Il y a eu ça, il y a eu la place de la Concorde, il y a eu l'école militaire, il y a eu le palais de justice, qui sont des exemples remarquables de l'esprit néoclassique qui s'était installé ici. Alors ce qui est amusant ici, c'est qu'on voisine avec un édifice public qui a 100 ans, qui est de 100 ans antérieur, c'est l'Institut, et qui est d'un caractère tout à fait différent. Alors ce bâtiment-là est représentatif à la fois de l'architecture de la fin du XVIIIe siècle, mais dans toutes ses formes, c'est-à-dire non seulement dans sa composition en plan, qui est d'une simplicité et d'une élégance exceptionnelle, en plus sur un terrain qui n'était pas forcément très facile à traiter, et par le style de sa façade qui voisine avec cette façade très aimable et un petit peu baroquisante de l'Institut, et là qui impose une forme beaucoup plus stricte, beaucoup plus rigoureuse, qui en plus s'apparente tout à fait au programme, parce que la Monnaie c'est pas des discours, c'est quelque chose de concret, donc on voulait faire quelque chose de solide. Alors vous avez un vestibule qui est vraiment un archétype de l'architecture française de cette époque. D'ailleurs, quand on parle de la Monnaie dans les traités d'architecture, c'est toujours le vestibule et l'escalier que l'on montre. La conception, l'architecture, la conception, la structure également de cet ensemble, voûté, entièrement voûté, puis cet escalier monumental à 3 volets qui est aussi un modèle. En ce qui concerne le bâtiment lui-même, il faut ajouter que c'est un des rares édifices parisiens qui n'a pas changé d'affectation depuis son origine, au milieu du XVIIIe siècle. Il a été classé monument historique en 1945 et les parties les plus anciennes, qui datent de Philippe Auguste, ont été classées monuments historiques en 1889. Le cœur du bâtiment était bien sûr la salle où on fabriquait la monnaie. En 1973, l'État décide d'en transférer la fabrication à Pessac, près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Reste néanmoins
un des centres vitaux du système, les ateliers de conception des monnaies et des médailles. C'est là que les graveurs dessinent, taillent et façonnent ce qui sortira ensuite des machines. Michel Lasset, responsable des ateliers de conception parisiens, nous explique exactement ce qui sort des ateliers. Tous les produits que sort la Monnaie de Paris, en particulier pour toutes les pièces de collection, pièces courantes, et puis les médailles, sont créées par l'atelier de gravure. Alors, qui grave, qui conçoit au départ? Alors, bon, on peut travailler d'après des conceptions réalisées par des artistes extérieurs, mais on peut aussi solliciter l'atelier de gravure pour créer nos propres modèles. On peut travailler à partir d'un modèle ou d'un plâtre remis par un artiste extérieur, mais on peut aussi complètement concevoir le modèle à partir de dessins, à partir d'idées qui nous ont été soumises par le client. Si on prend par exemple l'exemple des pièces de l'euro, c'est clair que les dessins nous ont été remis, puisque c'est des exigences qui étaient établies au niveau européen, mais la réalisation de certains premiers outillages a été réalisée ici, oui. Ça a duré longtemps, par exemple? La mise au point a duré assez longtemps, surtout parce qu'en fait, il fallait que au niveau européen, toutes les pièces présentent les mêmes caractéristiques. Alors ici, on se trouve dans un autre atelier, là, de reproduction. Alors ça, c'est l'atelier des toits à réduire. C'est un atelier un petit peu particulier, c'est une technique, ce sont des machines qu'on trouve principalement d'ailleurs dans tous les établissements monétaires. Ce sont des machines qui permettent de reproduire un modèle qui a été réalisé à une taille supérieure au produit définitif, de ramener en fait à la taille à laquelle on va le frapper. Par exemple, si je fais une médaille une pièce de collection qui va faire 30 mm, eh bien le graveur va pas nécessairement réaliser un plâtre en 30 mm, donc il va travailler par exemple en 100 mm ou en 120 mm. Et ce modèle en 120 ou 100 ou 120 mm, on va le réaliser en résine, on va le positionner sur cette machine, et à l'aide d'un toucheau et d'une fraise, on va être capable de reproduire à 30 mm ou à 35 mm la même gravure que celle qui a été originellement créée en 120 mm.